Salut à toi Étincelle. Aujourd'hui, on va voir si on arrive à faire prendre un feu ensemble. Vous êtes peut-être déjà fait la réflexion, mais c'est avec les différentes révolutions industrielles et les capacités de production conséquentes qu'elles ont permis qu'on a pu démocratiser de très nombreuses activités qui étaient auparavant l'apanage d'une élite. On y pense très peu bien sûr, mais certaines choses qui, dans nos sociétés occidentales actuelles, sont aujourd'hui communes, comme pouvoir lire, manger régulièrement de la viande si on le souhaite, pratiquer un sport, boire du vin, n'ont pas été du tout de soi pendant l'immense majorité de l'histoire occidentale. Certains diraient même que nous vivons aujourd'hui comme les plus grands seigneurs vivaient au temps jadis. Quand que ce soit. Mieux encore peut-être. Pourtant, si on y pense un peu, juste un instant, c'est l'impression que vous avez, vous, être aussi heureux qu'un seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Une ombre qui percole les masses et qui est apparue quand l'économie est devenue une valeur cardinale. Pour moi, c'est cette ombre qui est responsable de ce constat terrible. Nous sommes parmi les plus grands consommateurs d'anxiolytiques au monde. Cette ombre, la plupart du temps, on ne la voit même pas. Elle a été créée pour ça, et elle nous ronge de plus en plus. Il est temps de l'acheter en pleine lumière. Soyez donc les bienvenus sur Dualité. Avant que je ne commence quoi que ce soit, demande-toi si tu as n'importe quoi de mieux à faire là maintenant, pour toi, pour quelqu'un que tu aimes, que de regarder cette vidéo sur YouTube. Et si oui, va le faire. Je leur dis à chaque fois, mais pour moi, c'est là le meilleur conseil que tu pourras entendre sur cette plateforme. Toujours là après y avoir vraiment pensé, ne serait-ce qu'une seconde, de retour peut-être. Eh bien félicitations, tu fais donc partie des 1% capables de faire cet effort simple. On va pouvoir y aller vraiment maintenant. Et pour commencer, j'aimerais savoir si tu as ce même sentiment que moi, que même si tout ne va pas si mal, un sentiment diffus est là, un peu comme un brouillard. Les gens paraissent généralement un peu moins heureux qu'autrefois, les choses semblent avoir de moins en moins de sens. On a le sentiment d'avoir perdu quelque chose sans bien pouvoir mettre le doigt dessus. D'ailleurs, certaines enseignes, bien au fait de cela, utilisent même la nostalgie pour nous vendre un maximum. Et de plus en plus, en essorant les licences autant que possible, parfois même jusqu'à nous en écœurer. Bonjour Star Wars. Mais peut-être n'y a-t-il là rien de bien vrai après tout. Ce ne serait pas la première fois qu'un sentiment nous trahit sur le réel. On a bien des écrits grecs qui disaient déjà, depuis l'Antiquité, tout se perd dans la jeunesse, c'est la décadence, et de mon temps, ce ne serait pas permis. Oui, bien évidemment, c'est la citation parfaitement exacte et d'époque, j'ai pris aucune liberté. En tout cas, la nostalgie d'un passé en partie fantasmé, que parfois on n'a même pas connu, ça ne date pas d'hier. Et pourtant, je vais défendre ici une idée selon laquelle la nostalgie qu'on a aujourd'hui est d'une nature différente, parce qu'il se cache en son sein un autre sentiment bien plus pernicieux. Cet à quoi bon qui résonne parfois dans nos têtes, et qui n'a rien de bon justement, un à quoi bon qui peut aussi se dire pourquoi malgré tout ça, je ne me sens pas plus complet, mieux, tout simplement. C'est la marque d'un mal qui ronge notre société, pour lequel, heureusement, il existe un remède. Bon, une vidéo où on va cibler un ennemi puissant et nous permet de le domestiquer, ça a l'air plutôt pas mal, non? Voyons donc ensemble ce qu'il faut faire pour échapper à ce courant qui nous traîne vers le fond, voire même, pour ceux qui le souhaiteraient, comment le surfer depuis sa surface. Je vais le dire franchement, étant donné le succès, disons, très modéré de cette toute petite chaîne, je ne pense pas continuer encore bien longtemps. Je vais donc vous fournir dans cette vidéo aussi, et quelques autres qui suivront, les meilleures clés et grilles de lecture dont je pense disposer, en espérant que cela vous aidera à vous armer davantage encore, à affûter les armes que vous avez déjà, à gagner la seule guerre qui compte pour vous. Celle que vous menez, qu'on mène tous, contre ce qui vous empêche d'être plus heureux. Mais autant vous prévenir tout de suite, on parle là d'une guerre d'usure. Beaucoup de gens pensent que les sentiments négatifs sont à bannir de nos vies, et c'est une terrible erreur. Nous avions d'ailleurs vu dans la vidéo précédente, j'ai oublié laquelle, je te conseille donc, sans aucune malice bien sûr, d'aller toutes les regarder et de me dire ensuite en commentaire dans laquelle c'était. Nous avions déjà vu donc que la peur, notamment, pouvait nous indiquer quoi faire en priorité. Tu sais que quelque chose pourrait être clairement bon pour toi, mais que ça te fait peur plus que le reste, c'est là le signe que tu dois le faire en priorité. La peur, si elle indique quoi fuir, si elle pointe en direction du danger, peut aussi baliser le chemin vers ce que nous considérerons ensuite plus tard comme de plus beaux accomplissements. Et bien aujourd'hui, on va voir que d'autres sentiments négatifs sont à rechercher eux aussi, malgré l'aversion naturelle et normale qui nous inspire. Un bon biologiste sait bien que certaines espèces, parmi les plus laides, sont pourtant extrêmement utiles. J'avais parlé d'un remède plutôt, et bien comme le dit l'adage, et même s'il est parfaitement inefficient dans le domaine médical, nous on va s'en servir ici, et on va soigner le mal par le mal. Voyons donc comment transformer ce dégoût initial en une mine d'or. L'homme a toujours regardé ce qu'il considérait au-dessus de lui, avec un mélange d'envie, de respect, de colère, de jalousie, ça dépend des gens. Quand je dis l'homme, on est d'accord que je parle des humains en général.
C'est là quelque chose d'universel. Et pour preuve de cette influence, dès qu'il le peut, un homme qui s'élève dans la vie va imiter ses pairs qu'il respecte. Oui, si tu es imité, c'est que tu es respecté. Un type de langage qu'on se réapproprie, un objet matériel semblable qu'on se procure, sont tout autant d'indices du respect qu'on te témoigne. Le mimétisme est un des leviers les plus puissants de l'humanité. On aime juste à croire qu'en général, cela s'arrête à l'enfance. Pourtant, cela pose un problème. Les choses étant en quantité limitée, surtout pour les plus précieuses, le désir mimétique conduit à une querelle pour s'approprier les objets du désir. C'est ce qui explique que des proches se désirent parfois plus que le feraient de véritables ennemis. René Girard, l'auteur de cette théorie des désirs mimétiques, disait qu'il fallait alors désigner un bouc émissaire commun pour canaliser ses rancœurs comme un paratonnerre et permettre à la coopération de se poursuivre malgré elle. Mais ce n'est pas le cœur de mon sujet ici. Le point, c'est que les humains désirent généralement posséder ce que ceux de leur modèle qui réussissent mieux possèdent. Deux possibilités s'offrent alors: l'accaparation ou la duplication. Notre société moderne, à travers son industrie, a beaucoup fait pour permettre la seconde option, mais c'est dans une branche sous-jacente de cette dernière qu'a germé le mal que je souhaite mettre en lumière ici. Oui, on peut laisser aux gens le soin de s'efforcer d'obtenir un objet de désir. Le temps long qui est alors associé les poussera à le fantasmer, à l'étudier, à travailler longuement pour l'obtenir, et la combinaison de l'ensemble de ces facteurs en fera des érudits sur les domaines qui entourent cet objet, sur l'objet lui-même, et cette longue haleine rendra l'expérience de la satisfaction du désir aussi forte que possible, lui conférant une aura particulière, un amour, une nouvelle part de soi, un sentiment d'accomplissement, bref, une brique de plus qui concourt au bonheur aura émergé. Malheureusement, la duplication plus aisée que nos technologies modernes aura rendu possible pour de nombreuses choses aura aussi diminué dans le même temps l'investissement nécessaire pour l'obtenir. L'érudition sera donc moindre à son sujet, le plaisir de son obtention sera réduit. On n'appellera plus vraiment bonheur le sentiment associé à la réalisation de tels désirs. Pensez qu'on a mis le doigt sur le nœud du problème ? Pas encore, mais on s'approche. À ce stade, on n'a fait encore que percevoir de loin le haut d'un iceberg. Enfonçons-nous plus profondément. Parmi des activités qu'on pourrait qualifier d'aristocratiques, celles qui demandent le plus de maîtrise, de moyens, de temps aussi. Il en est qui ne sont accessibles qu'en apprenant une langue nouvelle, plus éthérée, plus spécialisée. Presque une mystique du point de vue d'un néophyte qui la découvre et qui voit quand même briller quelque chose qui l'intéresse. De la branlette, une perte de temps pour qu'autre néophyte qui lui s'en désintéresse complètement. Ces activités, que j'ai ici appelées aristocratiques, comme les arts sont un exemple parmi d'autres, ne peuvent pas se retrouver entre les mains de tous. Non pas que ce soit pas souhaitable, parce que ce n'est pas possible. Nous avons tous nos limites, qu'elles soient intellectuelles, techniques, temporelles. Quand bien même nombre de personnes le désireraient par mimétisme, elles demeurent donc inaccessibles tant que le temps nécessaire à leur révélation progressive n'aura pas été investi. Et ce temps investi, dont nous disposons tous en quantité limitée d'une façon incompressible, il participe à la force du sentiment d'accomplissement. À cette sorte d'arrière-bouche qui vient nous embrumer la tête de manière plaisante une fois que ce type de désir est touché du doigt. C'est ce nectar-là qui peut nourrir notre bonheur, notre envie de vivre. Et bien dans un monde où la valeur cardinale semble être devenue l'argent, le commerce, qui en supporte les flux, se devait de trouver une parade. Et il l'a trouvée. Aidé par la technologie qui l'autorisait et qui, rappelons-le, n'a ici que le statut d'outil. Les commerçants développaient un nouveau type de mimétisme pour vendre au plus grand nombre et profiter de cette manne. C'est derrière lui que se tapit le mal dont je parle. Ils ont supprimé, autant que possible, toute contrainte de temps à investir, de 3 manières principalement. La première, en usant du langage que les gens les plus nombreux partageaient déjà, en faisant référence partout à l'imaginaire le plus commun. Ce faisant, le vocabulaire ne pouvait donc inéluctablement que tendre à se limiter, à s'appauvrir. Il devait sembler applicable partout, comme s'il était une clé universelle. Un vocabulaire et des références simples, perçus comme un super pouvoir. Parler vulgairement d'un sujet noble, réellement difficile, avec des mots basiques, c'est le signe d'un être détendu, accessible, quelqu'un de cool. Vouloir le faire précisément, et donc nécessairement avec un vocabulaire proposant des concepts déjà agrégés et plus éthérés, parce que cela ouvrait la porte sur les plus belles et les plus efficaces utilisations du sujet en question, et non pour être une connasse pédante ou un connard pédant, entendons-nous bien, était vu comme se prendre la tête, comme un non-respect des opinions d'autrui, et donc d'autrui par extension. Finalement, comme de la discrimination. Et quand tu entends ce mot, tu le sais, c'est forcément le mal. La deuxième, en ne proposant que les bienfaits les plus communs et les plus immédiatement identifiables, et surtout, pas des preuves discriminantes, de façon à parler à un maximum de monde. En s'adressant donc à leurs instincts communs,
plutôt qu'à la diversité de leurs esprits, en employant les images et les biais les plus multiples pour parler directement à ces instincts partagés, aux tripes, en shuntant le passage par l'analyse, plutôt qu'aux quelques logos connus pour être efficaces mais partagés uniquement par quelques érudits des domaines destinés à ce nouveau champ de la vente. La stimulation directe des sens, de façon plaisante pour tout le monde. En somme, un spectacle appréciable et compréhensible de n'importe qui. Enfin, la troisième, en produisant en masse, peu importe la qualité des produits ou leur durabilité, tant que le coût pour les consommateurs futurs était minimal. Bientôt, les ventes initiales et les avancées technologiques rendraient les coûts de production plus faibles encore et les produits plus rentables. Le résultat de tout cela, c'est qu'au mimétisme savant, un mimétisme réel, on a substitué pour le peuple un mimétisme de façade, simple et sans effort. On a donné aux gens ce qu'ils pensaient vouloir, l'apparence du luxe et du raffiné, après l'avoir vidé de sa substance et de la plupart de ses bienfaits. On ne va conserver que le caractère brillant de l'or, l'aspect d'une nourriture, le code couleur d'une enseigne de luxe ou son seul logo, l'acte sexuel d'une relation romantique. Et on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Cherchez-en d'autres, par vous-même, vous verrez, il y en a plein, et c'est toujours intéressant. De cette forme, à présent vidée de sa substance, on en fait un produit accessible, qui fait croire qu'il est l'équivalent de son cousin plus précieux. Jusqu'à ce qu'une fois consommé par le profane, celui-ci se dise qu'il a goûté à l'ambroisie, alors qu'il n'aura eu en bouche qu'un simple alcool. Mieux, il se dira que c'était facile, pas l'apanage d'une élite, que ça n'était même pas si intéressant ou plaisant que ça, même pas tellement nouveau finalement, que la version dont il dispose lui suffit très bien. C'est comme si d'un produit remarquable, disons l'eau, désaltérante, rafraîchissante, vitale, et on pourrait dire tant d'autres choses encore, on n'en gardait que le caractère clinquant, le brillant, le reflet, le mirage. Un mirage qui, pour répondre aux mêmes attentes communes, aux mêmes basiques, finit par ressembler à bien d'autres que vous aviez déjà vus avant, jusqu'à ce que vous finissiez par prendre ces mirages pour la réalité, qu'elles vous suffisent. Alors votre instinct, pensant avoir accompli ce qui doit l'être, vous avoir élevé, vous laisse apathique et sans motivation, alors qu'une part de vous sait pertinemment qu'il manque quelque chose d'important. C'est de là, de cette tension, que vient le mal qui nous afflige. C'est pour cette raison que tous les domaines que vous aimiez vous semblent plus ou moins salis, vidés de sens, sans que vous mettiez nécessairement de mots dessus, que tout le monde se sent légitime pour en parler, souvent très mal d'ailleurs. On a évacué l'effort et la rareté qui permettaient de rendre les choses subtiles, complexes et denses, et qui les amenaient dans le champ de l'expérience-récompense, celui de la plénitude, de l'accomplissement, du mérite, pour les convertir en une sensation habituelle, où tous les domaines semblent ressembler à tous les autres, et où l'impression de plaisir ressemble plus à un contentement passager qu'à une réussite. Pensez à ce que vous voulez, le vin, le foot, les livres, Internet, l'école, pourquoi pas, ou même le commerce, ce qui, sur ce dernier exemple, est assez savoureux, je trouve, et réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Gardez la surface, videz la substance, construisez le mirage, et vendez-le comme l'original, sans l'effort, et donc aussi le moins cher possible. Mais accepter ça, c'est se contenter de la coquille. Et une coquille vide ne saurait rendre qui que ce soit heureux. Seuls de très jeunes enfants peuvent préférer le papier cadeau à son contenu, non ? Si vous voulez recouvrer le goût d'une chose, en découvrir de nouveau qui soit réellement délectable, seul l'effort peut vous y conduire. Et seul le manque et le désir qui le précéderont sauront vous trouver finalement rassasié. Cherchez à manquer, cherchez à faire des efforts en direction d'un objectif qui vous appelle, d'une qualité, d'un objet que vous aimeriez faire vôtre. À ce propos, et avant de conclure, je vais vous donner un dernier conseil que je trouve vraiment très précieux. On sait tous qu'il est bien plus aisé de travailler pour obtenir ce qui nous manque et qui nous attire, que pour entretenir ce qu'on sait qu'on a déjà et qu'on imagine ne pas risquer de perdre. Ne croyez pas, comme la plupart des gens, qu'on aime quelque chose et que c'est pour ça qu'on investit dessus. Mais comprenez qu'on aime ce dans quoi on investit et qu'on aime plus ce pourquoi on cesse de donner. Vous voulez aimer ou réaimer quelque chose ou quelqu'un ? Manquez. Puis produisez des efforts pour l'objet de ce que vous aimeriez avoir en affection. Sachant ça, je vous laisse mettre pause, un instant ou davantage, et trouver comment être vous-même aimé. Si vous parvenez à transposer ce que je viens de dire juste avant, pour identifier cette réciproque, c'est que vous l'aurez vraiment compris. Mieux, l'usage fait la maîtrise et la mémoire, vous en ferez une force personnelle. Et souvenez-vous, l'effort est un ingrédient essentiel de l'antidote qu'on cherche à concocter. Pour conclure, si je devais résumer ma recette le plus succinctement possible, en extraire la substantifique moelle, ça donnerait probablement quelque chose dans ce goût-là. Tâchez d'être des gourmets de la vie, plutôt que de simples consommateurs. Je sais bien que ma vidéo s'inscrit pour partie dans cette vulgarisation que je dénonce ici, avec les approximations qu'elle contient nécessairement pour être compatible avec le temps du médium. Mais n'est-ce pas une des grandes forces du capitalisme de se nourrir que de sa propre critique ?
Mais j'espère qu'elle sera pour vous un marchepied pour agir en cohérence avec ce qui peut vraiment vous rendre heureux. Identifier des modèles, puis des objectifs, puis faire, faire et faire encore. Et devenir petit à petit, pas à pas, un gourmet dans votre, peut-être vos mondes particuliers. Et finalement, gagner cette guerre. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut bénéficier d'aucun confort, ou ne pas être consommateur de sa vie de temps en temps. Mais ce temps de repos ne doit pas éclipser ce qui a des chances de vous rendre la vie véritablement meilleure. Alors étincelle, tu te sens brûlé maintenant? Si oui, partage les braises à ceux que tu penses que ça peut aider ou intéresser. Abonnement, la cloche, tout ça, tu connais. N'oubliez pas de nourrir votre feu, et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt sur Dualité. Dire que des gens s'étonnent encore de voir des domaines qui t'ont découvert plus jeunes, qui étaient peu connus, qui les ont passionnés et animés, devenir une soupe identique à toutes les autres. Une soupe où surnagent encore quand même, quelques artistes, artisans, scientifiques, qui produisent encore des produits aussi beaux que denses, des objets complexes, quelque sorte de vin tannique que seuls les connaisseurs savent apprécier. Ce sont deux mondes qui coexistent côte à côte. L'un nous unit plus largement, malgré les défauts qu'on vient de cibler ici, et nous donne du grain à moudre commun pour espérer pouvoir rester unis à une échelle large. L'autre nous donne des outils merveilleux pour nous emparer du monde et expérimenter. On peut ne pas vouloir d'une chose pour soi, mais comprendre malgré tout à quoi elle peut servir à une autre échelle. Faut juste pas nous prendre pour des débiles ensuite quand on exprime poliment à quel camp on appartient lors d'une conversation.